simplement, avant de débuter cette rencontre, que donc l'Histoire à venir est un festival organisé par 4 humains qui pourraient ensuite être utilisés pour faire des analyses isotopiques, moléculaires, etc. Eh bien, on va essayer d'identifier. Alors ceux-là, pour le coup, ils sont contaminés. Voilà, ça c'est une certitude. Ils ont été manipulés par des centaines de personnes. On ne va pas essayer, voilà, on ne va pas arriver avec une charlotte ou des gants pour les manipuler. En revanche, on va essayer de sélectionner peut-être ceux qui vont préserver le plus de l'ADN. Et ça, c'est de nouveau les collègues paléogénéticiens qui vont nous dire, voilà, faites plutôt une sélection d'os pétreux, par exemple, ou de dents qui vont avoir le plus de potentiel de nous livrer cette information. Voilà, en termes d'organisation, de mon côté, en tout cas, de cette aventure, ce qu'il faut essayer de mettre en place pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Et toi, Ludovic, du coup, en tant que toi, homme d'ADN, enfin, je veux dire, tu travailles avec des archéologues directement? Est-ce que tu te rends sur les terrains? Ou vous êtes enfermé dans vos laboratoires en blouse blanche à faire tourner des machines, voilà, pour donner un peu aux gens une image un peu vivante de ce que c'est un paléogénéticien aujourd'hui, quoi. Oui, voilà. Alors, un paléogénéticien, je vais rebondir aussi sur ce qu'Isabelle a dit. Donc, un paléogénéticien, c'est certainement pas un rat de laboratoire. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps de sa vie dans un laboratoire, mais c'est aussi quelqu'un qui va essayer de comprendre le terrain. Parce que le terrain, nos formations en génétique, elles sont du domaine des sciences dites dures, du domaine de la biologie, de la chimie, des mathématiques, de l'informatique, parce que tout ça, on disait, c'est des gros volumes de données, donc ça nécessite toutes ces compétences-là. Cela dit, donc, ça veut dire que notre formation, elle anticipe pas bien, en fait, la compréhension de quelque chose d'aussi complexe qu'est une société du passé, ou qu'est un écosystème du passé, ou que sont même certains individus du passé. Donc il y a pour nous un énorme travail d'essayer de comprendre réellement ce que les archéologues émettent comme hypothèse. Donc en effet, un paléogénéticien qui serait hors terrain, hors sol, ce serait forcément de facto un très mauvais paléogénéticien parce qu'il analyserait finalement ces molécules, certes sûrement très bien, mais déprivé de ce qui fait la richesse de l'échantillon, c'est-à-dire du contexte. Or l'interprétation dépend rigoureusement du contexte. Si j'ai tel ADN, mettons un ADN, je ne sais pas, pour ne pas faire de polémique, un ADN de cheval, mettons, d'un certain type à tel endroit du monde, ça peut être une énorme surprise ou ça peut être quelque chose comme circuler, il n'y a rien à voir en fonction du contexte. Par exemple, pour être très précis, si c'est un cheval, par exemple, qui est dans un contexte domestique, par exemple, imaginons une ferme ou quelque chose comme ça à telle époque, ça ne va pas vers la même interprétation que si, au contraire, c'est un endroit où il n'y a que des chasseurs à cette époque-là, dans ce territoire-là du monde. Ça voudra dire que le cheval était un cheval certainement pas domestiqué, par exemple. Donc, premier point, un paléogénéticien, une paléogénéticienne, parce qu'il y a beaucoup de filles dans la discipline aussi, c'est tout sauf des rats de laboratoire uniquement. C'est des gens qui ont vraiment des compétences de laboratoire, mais qui gagnent et qui deviennent meilleurs à être aussi sur le terrain. Ensuite, mais en travaillant évidemment avec des professionnels du terrain, parce que c'est un métier d'être sur le terrain, de même que d'être dans un laboratoire, c'est un métier. Donc le dialogue vraiment enrichit la capacité à interpréter et à faire du bon travail. Deuxièmement, on n'est aussi pas que sur le terrain, on va aussi dans les collections, parce que le passé, il a cette définition que d'être derrière nous. Même si on voyage dans le temps, on n'hérite que de ce qu'on hérite, c'est-à-dire de certaines bribes de ce qui a en fait existé. Donc on ne va pas faire la fine bouche, si je puis dire, à essayer de programmer le meilleur plan de fouille possible pour qu'éventuellement, dans mon laboratoire, dans 30 ans, un échantillon intéressant et idéalisé parvienne jusqu'à moi. On ne va pas se tourner les pouces pendant 30 ans. Donc très souvent, on essaie de réinvestir ce qui a été décrit par d'autres que nous, et depuis le début de l'histoire de la paléanthropologie ou de l'archéologie, on va dire depuis un peu plus de 150 ans maintenant, 170 ans, et pour essayer de faire parler sous un jour nouveau, avec ces nouvelles techniques, ces vieux vestiges d'une certaine manière. Il y a des très beaux travaux qui ont été faits sur les Néandertaliens depuis une dizaine d'années qui ont mobilisé des collections qui avaient été découvertes quasiment au début de la découverte de l'homme néandertal lui-même, c'est-à-dire à la fin des années 1850, au début des années 1860. Donc on voit bien comment, malgré la difficulté, bien que ce ne soit pas idéal, mais parce qu'on travaille par définition sur un registre fini
est dépassé, puisque passé dans le temps, eh bien, on essaie de faire du mieux avec ce qu'on a. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire du mieux? C'est certainement pas en faisant n'importe quoi, parce que comme tu l'as rappelé, nos techniques sont en partie destructives. Alors on ne va pas détruire la totalité d'un squelette du passé, on va en détruire quelque chose comme une centaine de milligrammes, 200 milligrammes, donc on va dire quelque chose comme un dixième de carré de sucre, si on veut, vous voyez, pas grand-chose. Mais néanmoins, on détruit. Et comme cette ressource est finie, elle est donc précieuse, elle n'est pas renouvelable, il faut qu'on soit les plus responsables possibles pour garantir que l'étude qu'on fait, c'est le mieux que la science, à l'instant où je parle, est capable de faire. Et c'est certainement le mieux que la science pourrait faire à très court terme, parce que sinon, il vaut mieux attendre quelques années de plus, histoire que la science ait des meilleurs outils un peu plus affûtés pour le faire. Donc il y a tout ce travail-là d'expertise qui se concerte entre les conservateurs, entre les gens de terrain, et nous, qui devons être honnêtes sur la capacité de nos techniques à dire ça plutôt que ça, ou à plutôt voir ça et omettre quelque chose d'autre. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, tu as dit le mot-clé, c'est contamination. Et alors, pour bien illustrer ce que tu veux dire, parce que c'est absolument pertinent dans la discussion, c'est que si on travaille sur des humains anciens, qui soient néandertaliens, denisoviens, sapiens, ce que sais-je encore, le problème, c'est qu'on est très proche d'eux génétiquement, hein. Il y a dans le génome humain, même s'il y a beaucoup de lettres, il faut imaginer qu'il va y avoir 1% de mutation tous les, alors il faudrait que je calcule vite fait, tous les 100 millions d'années, quoi. Donc ça veut dire que vous et moi, notre ADN, bon, on a quelques différences, mais on n'en a pas des caisses. Donc ça veut dire que mon ADN est celui de l'homme ou de la femme du passé, mettons, qui vivait il y a 5000 ans, il va être très proche d'un point de vue, il y a beaucoup des 3 milliards de lettres qui vont être les mêmes, en fait. Et donc, tout le jeu va consister à savoir si c'est le mien que j'ai séquencé, parce que je n'avais pas nécessairement des gants au moment où, ou celui de la personne qui a découvert le fossile, parce que la personne l'a découvert en 1860 et n'avait pas de gants à cette époque pour se prémunir de tout ça. On ne savait même pas que l'ADN existait d'ailleurs à l'époque, hein, donc pourquoi s'en prémunir? Et donc il va falloir trouver des truchements pour essayer de dire c'est bien l'ADN du Gugus, ou c'est au contraire c'est en partie le mien que j'ai séquencé, de telle sorte à ce que je puisse l'extraire, l'extraire des données. Donc comment est-ce qu'on peut trouver ça? Il y a plein d'astuces que les paléogénéticiens ont développées ces dernières années. Une qui est classique, c'est d'essayer de voir à quoi ressemblent les molécules. Des molécules fraîches, mon ADN, les molécules du passé, elles ne sont pas les mêmes biochimiquement. Celles du passé, elles ont été bien abîmées. Donc elles vont avoir un contexte chimique qui est très particulier. Elles vont avoir des tailles spécifiques, elles vont avoir des lettres qui vont avoir des décorations chimiques que les miennes n'ont pas. C'est celles que la dégradation naturelle du processus de fossilisation fait apparaître. Et donc en faisant tout ce travail de chimie, de savoir si les molécules ressemblent plutôt à des vieilles ou à des molécules très fraîches, on va pouvoir jauger de la qualité des séquences fournies. Et enfin, quand bien même un fossile est contaminé, et c'est ça qui est assez fabuleux dans les découvertes des 10 dernières années, et j'en parle pas mal de ça dans le bouquin, beaucoup je veux dire, c'est que on peut néanmoins, en dépit de contamination, identifier la contamination et d'une certaine manière focaliser nos analyses que sur la partie congrue qui n'est pas contaminée. Comment on fait ça? C'est que si on a des astuces pour dire telle molécule est ancienne et telle molécule est fraîche, à ce moment-là, on met les deux dans deux paniers différents, et quand bien même on aurait séquencé un grand tout, on va juste trier parmi ce tout et resserrer nos analyses sur ce qui colle à ce que la chimie prédit, etc. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que des tas d'autres fossiles qui existent parce qu'ils ont été découverts par les pionniers deviennent qualifiables par nos analyses. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour les gens de laboratoire comme nous, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans ces cas-là à séquencer des choses qui sont inutiles puisqu'on les met à la poubelle et qu'on les met de côté. Mais néanmoins, l'espoir est là qu'on peut remobiliser du patrimoine d'une certaine manière, alors qu'il aurait été sinon condamné à tout jamais. Dernier point, et je me tais ensuite, ça ne marche pas tout le temps. En réalité, l'ADN ancien, ça marche la plupart du temps pas. Donc l'essentiel de notre travail est quelque chose, les archéologues savent bien ça aussi, hein, on imagine des choses sur ce qu'on va trouver à tel endroit, et souvent hein, le passé, il est plus imaginatif que nous. Ben, c'est pareil avec les molécules, quoi. La plupart du temps, le voyage du temps, c'est pas toutes les molécules, de voyage dans le temps, c'est pas toutes les molécules qui l'ont fait, si bien que c'est pas dans tous les fossiles qu'on va trouver ça. Il y a des bons fossiles, il y a des mauvais fossiles vis-à-vis de la préservation à l'ADN, et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas vraiment de méthode fiable que de prédire à l'avance si un tel va être un bon fossile ou si un tel va être un mauvais fossile. En fait, il faut essayer pour juger de la pertinence ou pas de l'analyse, d'où la nécessité encore absolue de maintenir ce dialogue en permanence avec les gens de terrain pour savoir ce qu'on peut se permettre, jusqu'à quand on va considérer que ce fossile-là n'est pas qualifiable pour nos analyses. Tout un
on voit bien, oui, toute la difficulté des questions, enfin, d'avoir aussi les questions, les bonnes questions, j'imagine, à poser à vos échantillons. Alors, si on rentre un peu maintenant dans une discussion sur l'évolution de l'homme, hein, l'évolution humaine, la première question qui m'était venue à l'esprit, d'abord à toi, Ludovic, puis ensuite, ça sera à Isabelle, que j'en poserai une un peu dérivée, ça serait effectivement, tu nous parles d'abord du décryptage d'un génome. Au départ, tu travailles sur un échantillon. Donc là, on parle d'humain, donc ça va être un individu. Et en même temps, avec les études sur l'ADN, on voit ensuite des cartes du monde avec des flèches, des dates, par où les groupes humains sont passés, etc., notamment la sortie d'Afrique, la conquête de l'Eurasie, etc. Comment vous faites ce mouvement? Comment vous passez de l'individu à une population, à des groupes d'individus et des mouvements de ces groupes dans l'espace? Alors, c'est évidemment, techniquement, on peut aller dans des détails très compliqués, qui donneraient mal à la tête. Mais en fait, si j'essaie de résumer, c'est pas si compliqué que ça d'un point de vue intuitif. On peut arriver à avoir une bonne image de comment est-ce qu'on procède. Je disais tout à l'heure, on a des textes. Tu as le texte version Nicolas, le texte version Isabelle, le texte version Ludovic. Alors, ces textes-là, sortis de toute comparaison, ils nous portent finalement très peu d'informations. Il y a beaucoup d'informations, mais on ne sait pas la décrypter, puisque ce sera un texte non comparé à quelque chose. En fait, mon texte, pour moitié, il vient de ma mère, et pour l'autre moitié, il vient de mon père. Donc déjà, dans mon texte, on comprend bien intuitivement qu'on est en train de tisser une généalogie. Parce que le texte qu'ils ont eux-mêmes, la moitié de celui de ma mère, c'est celui de sa propre mère, et l'autre moitié de son propre père, et ainsi de suite. Si bien que l'ADN, c'est un instrument de généalogie avant tout. De généalogie d'abord familiale, et puis de famille en famille, on peut arriver à faire des conglomérats de familles qu'on appellerait ici, pour aller vite, des populations. Donc si bien que quand même c'est l'ADN d'un individu qu'on regarde, il enregistre des phénomènes qui sont plus grands que lui. Celui de la famille, celui de la population. Et si on remonte les poupées russes ad libitum, on arrive finalement à l'origine de l'espèce, d'une certaine manière. Donc, cette comparaison de texte, elle nous dit dans quelle généalogie on s'insère. Comment est-ce qu'elle nous dit ça? Elle porte ça comme message. Comment est-ce qu'elle nous dit ça? C'est qu'on a le texte. Donc si toi, ton texte, il est un peu plus près du mien, il est même très près du mien, on va se douter que nos généalogies se sont croisées il n'y a pas très longtemps, qu'on est plutôt proches parents. Et à défaut, si on a en moyenne beaucoup plus de différences, c'est que nos histoires évolutives, nos généalogies se sont séparées il y a plus longtemps que ça. Donc on voit bien comment déjà, avec l'ADN, on est capable de dire un tel, une telle, c'est plutôt les mêmes histoires familiales, c'est plutôt les mêmes histoires de population. Et après, la quantité de différences que l'on trouve dans le texte, on peut la mesurer en unité de temps, d'une certaine manière. Plus le temps aura passé, plus il y aura des différences qui se seront accumulées. Donc on voit bien déjà comment, avec l'ADN, on lit du temps et on lit de la proximité. Si bien que si maintenant on arrive à positionner les fossiles sur des cartes, les fossiles, ils ne sont pas ex nihilo, ils ont été découverts par des gens qui ont la patience de faire ça comme vous, sur le terrain pendant leur vie. Mais donc ils savent exactement où est-ce qu'ils ont été découverts. On a la radiocarbone datation qui peut nous donner un point précis dans le temps. À ce moment-là, on peut essayer de les mettre en relation les uns avec les autres dans l'espace et dans le temps. Donc on voit bien comment ça fonctionne, ce principe-là. Après, ce que je dois vous dire, c'est que même si tu as posé la question sur l'humain, l'autre grande vertu, je disais qu'elle en avait deux, la molécule ADN, elle nous donne des informations généalogiques d'une certaine manière, mais l'autre grande vertu, c'est que elle est quasiment universelle. C'est-à-dire que ce n'est pas que les humains qui en ont, c'est finalement quasiment tous les êtres vivants sur Terre. Il y a des virus qui n'ont pas de l'ADN, mais en moyenne, il y a de l'ADN à peu près partout. Si bien que si on est capable de faire cet exercice en utilisant les mêmes concepts, les mêmes techniques, les mêmes laboratoires sur l'humain, on peut le faire demain sur le cheval, on peut le faire demain sur un virus, on peut le faire demain sur une bactérie, on peut le faire demain sur, en fait, l'organisme vivant qui nous intéresse le plus à un moment donné. Si bien que, en fait, ces outils, par nature, ils ont une vertu quasi universelle, donc ils arrivent à interroger le monde, les écosystèmes, les populations, les environnements tels qu'ils étaient dans le passé. Donc on voit bien en germe toute l'information qu'ils sont capables de nous délivrer pour complémenter d'autres analyses par ailleurs, que serait, je ne sais pas, la palynologie ou que serait l'étude morphologique des caractères morpho-anatomiques des gens, ou etc., etc. Donc voilà, pour répondre à ta question, différence de texte égale différence de temps, proximité de texte égale proximité généalogique entre les gens. Et enfin, pour avoir des informations très précises, évidemment qu'il va nous falloir beaucoup de fossiles, mais il faut se rendre compte que puisque mon ADN est le produit d'une généalogie, il a enregistré bien plus que moi.
il a enregistré mon histoire généalogique. C'est bien que même n égale 1, même un individu, c'est porteur de beaucoup de messages. Si on décrypte mon génome, celui de quelqu'un de vivant qui parle maintenant, mon génome, pas celui de quelqu'un du passé, on voit dans mon génome enregistrer la sortie de l'homme de l'Afrique il y a environ 60 à 70 000 ans. Parce que dans l'ADN, il y a des endroits qu'on a hérités très récemment de mes parents les plus proches, mais dans ma généalogie, il y a aussi des parents très lointains qui m'ont légué des petits bouts de mon ADN. Donc en gros, il intègre beaucoup d'histoires, mon ADN. Et la comparaison de tous ces ADN entre eux va rajouter les fragments manquants des pages des livres d'histoire qui n'auraient pas été décryptés par les autres sources. Et alors du coup, on voit qu'on peut aller loin avec l'ADN. Et donc la question à Isabelle, c'est, toi tu es aujourd'hui donc paléoanthropologue, tu travailles donc sur ces ossements humains, qui est quelque chose qui est une science qui a quand même plus d'ancienneté évidemment que l'ADN de Ludovic. Hein. Ça fait au moins 150 ans que des gens, ou peut-être un peu plus, regardent des fossiles humains. Comment maintenant, comment vous vous renouvelez en quelque sorte pour continuer à nous raconter des choses à partir des ossements, quand aujourd'hui on a leur histoire moléculaire? Oui, heureusement, on a encore un peu de travail. Déjà, la première chose, c'est que sans fossiles, il n'y a pas d'extraction d'ADN. Donc, il y a encore une partie du travail qui est d'essayer de les découvrir, ces fossiles, de pouvoir amener ce matériel et ces questions pour séquençage et analyse biochimique. Et ensuite, il y a toute une partie de fossiles qui ne va pas livrer d'informations. Et même si, comme tu l'as très bien dit, avec une personne, on a en fait l'histoire peut-être de milliers de personnes et de centaines de générations, il n'en demeure pas moins qu'on est en train d'interroger l'histoire des gens qui ont survécu et l'histoire des personnes qui finalement forment une partie de l'histoire de notre évolution. Toutes les lignées qui n'ont pas donné de descendants actuellement, elles font partie de cette diversité qui a existé dans notre patrimoine, dans notre espèce. Et la paléontologie, et a fortiori la paléoanthropologie, elle étudie tous les spécimens, pas seulement ceux qui ont, entre guillemets, réussi. Et donc, pour essayer de comprendre les mécanismes évolutifs, pour comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, les adaptations, les échecs, il faut prendre en compte tous ces fossiles. Et tous ces fossiles ne vont pas tous livrer de l'ADN. Donc, certains vont être des cul-de-sac évolutifs, et seule l'approche, on va dire, phénotypique, donc la comparaison des traits, de la morphologie, va nous permettre de comprendre un petit peu cette histoire évolutive. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois prendre ce qu'il y a de mieux dans cette approche est extrêmement puissante, et puis d'être aussi réaliste par rapport à ce que nous, on peut apporter dans l'analyse des traits. Donc nous, on va étudier le phénotype, l'expression morphologique de ce génotype, et finalement, ce phénotype, il n'est pas systématiquement égal au génotype. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte dans l'expression morphologique donc de ce pool génétique. Et c'est à la fois des contraintes environnementales, un mode de vie alimentaire qui vont façonner ce phénotype. Donc à la fois on va pouvoir étudier l'adaptabilité de certaines populations à partir de ces données morphologiques qui ne sont pas spécialement directement identifiables sur la partie du génotype, et puis on va, pour les fossiles pour lesquels on ne pourrait pas avoir accès à cette information, essayer d'utiliser les parties anatomiques qui ont le plus de poids phylogénétique pour essayer justement de reconstruire ces liens entre ces taxons. Donc nous, on va créer des groupes en fonction de proximité morphologique, des traits particuliers qui définissent un ensemble, un taxon. On va essayer de les relier les uns par rapport aux autres en fonction de leur poids phylogénétique, de ce qui nous apprennent le plus possible de la génétique de l'individu si on n'y a pas accès. Et ensuite, on va aussi essayer de comprendre l'adaptation de ces populations à un environnement, un mode de vie, à travers la manière dont les ossements traduisent de ces contraintes. Voilà, traduisent ces contraintes. Donc, on a encore du travail, et c'est tant mieux. Et puis voilà. Et puis après, c'est une richesse énorme de pouvoir faire
je pense, à l'avenir, se discuter entre phénotype et génotype. Pour moi, c'est vraiment la partie la plus passionnante, en fait, de pouvoir essayer de comprendre quel est le lien entre ça. Je pense par exemple à des hybrides. Voilà, c'est quelque chose que la génétique nous a permis d'identifier. On a voilà, un fragment osseux, on va pouvoir extraire de l'ADN et dire voilà, cet individu, alors je ne sais plus maintenant, je vais dire une bêtise, c'était quoi son père est néandertalien, sa mère est Denisova ou l'inverse. Bon, ça c'est quelque chose, il faut être réaliste. La paléanthropologie ne pourra jamais répondre à cette question, ne pourra jamais identifier morphologiquement un hybride de première génération ou de deuxième, etc. C'est quelque chose dont on peut espérer peut-être un jour comprendre certains mécanismes d'expression morphologique de certains traits, mais sans la génétique, on est absolument dépourvu. Le fossile de Peștera Coase en Roumanie, qui a des ancêtres néandertaliens, ça fait des décennies qu'on a identifié des traits particuliers sur ce fossile en disant voilà, peut-être qu'il y a une partie néandertalienne, etc. Mais sans la génétique, on n'était pas capable de pouvoir le prouver. Donc c'est vraiment ce dialogue et cet échange en fait entre génotype et phénotype qui, à mon avis, est encore très très riche et va permettre ensuite de comprendre certains fossiles pour lesquels on ne va pas pouvoir extraire de l'ADN, mais pour lesquels voilà, cette réflexion sur d'autres fossiles qui vont livrer les deux informations va être essentielle. On va rester un peu et rentrer un peu plus précisément dans le débat, donc sur un débat qui fascine, enfin moi qui me fascine, qui fascine les scientifiques, mais qui je crois fascine aussi le grand public, autour d'un sujet en plus qui vous concerne directement tous les deux, vous y travaillez avec deux méthodes différentes, mais qui est autour de Néandertal et Sapiens. Donc de ces deux, vous allez nous dire si vous appelez ça des espèces, et comment vous vous intéressez à ça. Est-ce que toi Isabelle, pour commencer, parce que c'est un débat ancien en paléoanthropologie, tu pourrais nous dire en quelques mots, faciles à comprendre, nous résumer un peu ce débat qu'il y a eu. Pourquoi ce débat s'est posé avant la génétique? Pourquoi on s'est demandé, il y a quand même assez longtemps, si ces deux populations, ceux qu'on appelait qui avaient l'anatomie type Néandertal et ceux qui avaient l'anatomie type Sapiens, s'étaient éventuellement mélangés, avaient des traits communs, des traits très différents, etc. Est-ce que tu peux nous c'est un peu large peut-être comme question, mais nous faire ça une heure supplémentaire. Allez, 3 minutes. Non, très brièvement, la question de la rencontre, des échanges, elle s'est posée assez naturellement à partir du moment où sur différents sites archéologiques, on avait des chronologies plus ou moins équivalentes qui permettaient de dire qu'on avait à la fois qu'ils ont été pénés contemporains et voilà, ils ont été au même endroit, au même moment. Donc la question morphologiquement, moi en tant que paléontologue, j'en fais des espèces paléontologiques différentes, c'est-à-dire que je considère qu'il y a assez de traits dérivés caractérisant les Néandertaliens et de traits dérivés donc propres à un ensemble caractérisant Homo sapiens pour permettre de les différencier morphologiquement. Maintenant, on sait qu'ils se sont reproduits et ça, c'est tous les problèmes du concept d'espèce. Voilà. Mais après, la question de ça, tout ce débat autour de leur rencontre, de leur possible hybridation, c'est parce qu'ils ont occupé à un moment donné le même espace en même temps, avec des morphologies différentes. Et donc, on se pose la question naturelle de se dire deux humanités au même endroit, en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ça paraît tout à fait logique comme exercice. La suite de la question, je ne sais plus. Non, mais déjà, on commence à rentrer dans la question. Peut-être pour Ludovic, pour compléter, si mes souvenirs sont bons, au départ, les premières études d'ADN ancien sur le sujet précis, avec les équipes notamment d'un pionnier de la discipline, qui est Svante Pääbo, du Max Planck Institute en Allemagne. Au départ, ça avait plutôt différencié les deux populations. On parlait. Et finalement, qu'est-ce qui a fait? C'est quoi? C'est l'amélioration des techniques qui a ensuite permis finalement de contredire ces premiers résultats et de montrer qu'il y avait eu une reproduction entre ces deux espèces paléontologiques, comme dit Isabelle? Alors, c'est plusieurs points. Alors, au départ, quand Svante s'intéresse à ça, vraiment, il lance ça en 97, le premier papier qui récupère une toute petite séquence de lettres néandertaliennes. Je disais 3 milliards chez toi, 3 milliards chez Isabelle, 3 milliards chez moi. 97, c'est de mémoire, je ne dois pas être loin de la vérité, 357 lettres. Okay, donc on est de l'ordre de 10 millions de fois moins de lettres que celles qui restaient à décrypter. Sur la base donc de cette infime partie de l'information génétique, il conclut que eux et nous, c'est pas la même chose, quoi.
Il y a les Néandertaliens et il y a nous. Sauf que l'histoire ne dit pas, et des gens eux-mêmes l'ont noté dans leur papier, évidemment, la presse l'a moins repris, mais le bout de l'ADN qu'ils regardent, c'est un ADN très particulier. C'est un ADN qui n'est transmis que par la lignée maternelle, de mère en fille ou de mère en fils, mais jamais du père à ses enfants. Donc déjà, tout couple où dans la généalogie, maman serait pas de l'autre espèce, et bon, on ne le verrait pas par ça, parce qu'on serait condamné à n'avoir jamais que la version de sa propre espèce. Donc ils avaient été assez prudents, mais sur la base en effet, de cet ADN qu'on appelle de l'ADN mitochondrial et pas l'ADN de vos chromosomes, pour faire savant, eh bien, ils concluaient que c'était plutôt des choses qui avaient divergé il y a un certain nombre de centaines de milliers d'années et qui ne s'étaient pas croisées, puisqu'il n'y avait pas de preuve de l'un chez l'autre et de l'autre chez l'un. Et cette histoire dure jusqu'en 2004, 2005, parce que de n égale 1, un spécimen allemand qui a été analysé en 1997 de Feldhofer, et jusqu'en 2004-2005, une douzaine, je crois, de mémoires d'autres vestiges. Moi-même, j'en avais séquencé à l'époque, de Belgique, qui vivaient il y a 120 000 ans. On trouvait tous cette histoire-là, que sur l'ADN mitochondrial, ils étaient différents de nous. Bon. À l'époque, on s'arrêtait là parce que nos technologies, nous, paléogénéticiens, ne nous permettaient pas d'aller plus loin. Faire 357 lettres, à l'époque, moi, ça prenait des années dans ma vie. Sauf que 2005-2006, il y a une invention de nouvelles technologies qui s'appellent des nouveaux séquenceurs à très haut débit, des séquenceurs dits de nouvelle génération, qui, eux, sont capables de faire le même travail qu'on faisait la veille, mais 1 million de fois plus rapidement ou 10 millions de fois plus rapidement. Et si bien que l'échelle changeant, on a pu se permettre de non plus interroger que telle partie des 357 lettres, mais la totalité. Et la totalité, tout à coup, elle s'est mise à nous raconter une histoire somme toute très différente. C'est-à-dire qu'avec plus d'informations, le jeu de comparaison des textes, il est plus fiable, et on se rend compte qu'il y a des textes, en effet, où ça n'a rien à voir, mais il y a quand même une bonne proportion de textes, plus que le hasard ne permet de l'attendre, qui est vraiment, vraiment semblable. Il y a environ 2% de mes gènes, la version de mes gènes qui m'est héritée directement de Néandertal, donc 2%, ça fait quand même sur les 3 milliards de lettres qui diffèrent entre nous, voilà, ça fait une certaine partie non négligeable. Donc voilà, les gens ont commencé à se dire, vous savez quoi, finalement, ils ne sont pas tant ignorés que ça. C'est aller un peu plus loin qu'un verre ensemble et un bon film. Ils ont eu des enfants ensemble, quoi. Et ensuite, ce que les gens ont commencé à faire, c'est, OK, est-ce que c'est exceptionnel qu'il y ait eu de la transmission, ou au contraire, est-ce que c'est arrivé souvent? Et à ce moment-là, la question est devenue à quel point c'était systématique. Finalement, est-ce qu'il y a eu un hybride ou plusieurs, ou est-ce qu'en fait c'était une histoire de métissage quasiment continu? Et la question donc a changé de nature. Et est-ce que eux et nous sommes la même entité? On est plus passé à, en fait, est-ce que la frontière entre ces deux entités, elle était légitime à placer au départ? Elle était en fait idéologique dans la construction historique. À un moment donné où on ne connaît pas la théorie de l'évolution, où elle émerge à peine, on ne connaît pas l'ADN, mais je parle de 1857 et les années qui suivent. Où le monde est encore, en tout cas en Europe occidentale, encore très, très, très religieux. Trouver une humanité qui ne nous ressemble pas, qui est différente de nous et qui vraisemblablement antédate la création du monde, ça faisait désordre, quoi. Donc il fallait essayer de remettre de l'ordre là-dedans. Bon, ça a pris 1 siècle et demi pour essayer d'arriver à poser la question autrement. L'ADN a commencé à répondre que voilà, c'était moins étanche, la frontière entre nos deux mondes. Et ensuite, donc, ça m'amène à dire, pour moi, tu as posé la question à Isabelle, est-ce que c'est deux espèces? Alors moi, je ne sais pas comment appeler ces machins-là. Je suis vraiment embêté en généticien, quoi. Le concept d'espèce, en fait, quand on dit le concept, OK, on amène des définitions, et les définitions, il y en a des centaines. Une des définitions pour un biologiste de l'espèce, c'est les membres d'une même espèce se reproduisent entre eux, et leurs descendances sont fertiles. Donc si on colle à cette définition-là, eux et nous, c'est la même espèce d'une certaine manière, puisqu'on a la preuve scientifique, si je puis dire, que ça a eu lieu. Donc voilà, l'espèce, c'est en fait, Valérie aurait dit, un de ces mots qui chante plus qu'il ne parle, quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose, voilà, ça nous rassure d'avoir mis des boîtes, mais en fait, la validité de ces boîtes et leur contour, elle est finalement une construction théorique de l'esprit pour poser des hypothèses, mais elle confrontée à la réalité, ces boîtes-là, elles résistent pas souvent.
Voilà, donc moi je parle volontiers de population, je parle volonté de lignée, je parle volonté en termes de proximité génétique, plutôt que de voir le monde nécessairement comme des catégories qui ne communiquent pas entre elles, etc. Et d'ailleurs, ce qu'on vient de dire sur Néandertal, des travaux similaires le disent sur d'autres formes d'humanité, parce qu'il y en a eu d'autres, je pense aux Denisoviens par exemple, qui eux aussi ont fricoté avec Néandertal et avec nous, pas en Europe, mais dans d'autres parties du monde. Et même ici, un peu plus au sud qui suit, à Atapuerca, il y avait des pré-néandertaliens qui ont fricoté avec des entités, on va les appeler comme ça, quoi, des populations qui ressemblent plus à d'autres populations qui étaient, il y a encore 40 000 ans de ça, plutôt à l'autre bout du monde, aux confins de l'Altaï, aux confins nord de la Mongolie. Donc on voit bien comment tout ça, ça a bougé dans l'espace, dans le temps. Et quand ça a bougé, ben, parfois, je dis pas, j'en fais pas un systématisme, parfois, dans l'histoire du monde, les gens se sont mélangés, ont eu des rapports entre eux qui ont conduit à avoir des progénitures ensemble. Oui, c'est fascinant, parce que donc, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a que des sapiens à la surface de la planète, mais c'est le cas depuis seulement, je dis seulement parce que si on prend que le phénomène humain, les premiers outils taillés, c'est il y a plus de 3 millions d'années, le fait qu'on soit la seule espèce sur Terre, ça a à peu près 40 000 ans. Pour aller à la hache. Et là, on vient de parler donc, des Néandertaliens avec une anatomie très particulière et quand même très différente de la nôtre. C'était mélangé, avait une descendance fertile avec des sapiens. Et il y a 10 ans, donc là tu viens de prononcer le mot, on l'a cité quelques fois, mais il faut peut-être l'expliquer un peu aux gens, on découvre encore une troisième espèce, plus ou moins contemporaine des deux premières dont on vient de parler, l'homme de Denisova. Et je voulais savoir, donc, toi Isabelle, en tant que paléoanthropologue, au départ, Néandertal, Sapiens, c'est des classifications qui ont été faites par des anthropologues, tes prédécesseurs, des gens qui regardaient les ossements. Et Denisova, là, vous nous en aviez jamais parlé. Jamais un anthropologue m'avait dit, tiens, regarde, il y a un troisième homme. Oui, il n'était pas appelé comme ça. Comment t'as réagi, toi? Comment t'as réagi quand c'est arrivé lors de la découverte, quand c'est sorti. Parce qu'on le vit en direct, nous, en tant que scientifique. Comme tout scientifique, avec excitation, curiosité, parce que ça levait le voile sur quelque chose qui était encore, et qui l'est toujours en fait assez difficilement compréhensible, c'est-à-dire c'est l'évolution entre guillemets récente au sein du genre Homo, c'est-à-dire celle qui va amener petit à petit à notre espèce, voilà, aux représentants d'Homo sapiens actuels, c'est essayer de comprendre dans quelle mesure les populations qui existaient il y a 300 000 ans, il y a 200 000 ans, il y a 100 000 ans, se sont mélangées, ont interagi et le problème qu'on avait, c'est qu'on savait qu'il y avait des populations en Asie à cette époque-là. C'était pas nouveau. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si tout d'un coup il y avait ça et il y avait un désert de fossiles. C'est pas ça. C'est juste que pendant des années, c'est toujours assez compliqué pour le moment, c'était des fossiles dont les caractéristiques ne permettaient pas de les classer. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très commode de classer et malheureusement, on est obligé de le faire à un moment donné si on veut avancer. Et donc, on est obligé de faire des petits tas, de les créer, de leur donner une signification si on veut les articuler les uns avec les autres. Peut-être à un moment donné, on se rend compte que cette population-là, en fait, on peut l'élargir, on peut la réduire, mais on est obligé de... Ce processus-là, c'est un processus scientifique de description et de compréhension du passé et de l'évolution. Et donc, ces fossiles, ils existaient en Asie, il y en avait, ils avaient des noms, alors en fonction du scientifique et de sa propre conception de l'évolution, on va parler de Homo sapiens archaïque, on va parler d'Homo erectus tardif, on va parler d'hominines du Pléistocène moyen et du Pléistocène supérieur, parce qu'en fait, c'était des fossiles qui à la fois n'avait plus les caractéristiques d'Homo erectus, entre guillemets sensu stricto, donc il y avait une évolution qui était clairement là au niveau morphologique, c'était plus les fossiles d'il y avait 1 million d'années, mais il n'y avait pas de traits particuliers qui permettaient de les regrouper, avec la manière dont on a regroupé les Néandertaliens de façon assez nette avec une série de traits. Et donc finalement, ça permet
permettait tout d'un coup d'ouvrir une nouvelle fenêtre de compréhension, de discussion et d'analyse avec cette nouvelle espèce génétique, enfin ce groupe humain, je suis d'accord, génétique, qui nous montre que ces populations voilà, étaient sans doute en partie proches des Néandertaliens, que peut-être les Néandertaliens sont en fait un épiphénomène de ces populations eurasiatiques qui existaient au Pléistocène moyen et supérieur et qui ont évolué là avant l'arrivée d'Homo sapiens sur ces territoires. Et donc, voilà, ça permettait vraiment d'ouvrir cette réflexion. Et voilà, pour moi, les fossiles dénisoviens, ils existent, ils sont partout. En Chine, en Asie, il y en a qu'on peut citer, qui ont des morphologies, certains traits. Je parlais justement tout à l'heure de traits avec un poids phylogénétique fort. Donc, par exemple, je parle de l'oreille interne ou d'autres parties anatomiques qui montrent des liens avec les Néandertaliens, mais l'extérieur, par exemple, l'os temporal, ne présente pas les traits propres des Néandertaliens. Donc là, on voit tout de suite les liens qu'il y avait entre ces populations à cette époque-là, et on peut tout à fait imaginer que, alors là je parle de Xu Jiao, il y a Xu Xiang, qui se sont en fait probablement des représentants de ces populations dénisoviennes. Et la génétique nous dit qu'il y en a plusieurs, et finalement ça nous arrange aussi parce que même au niveau morphologique, ces populations d'Asie, elles sont diverses. On n'arrive pas très très bien à les caractériser. Donc c'est encore, je pense, vraiment un champ d'étude au niveau morphologique et paléontologique pour essayer de comprendre ces populations et de faire répondre ça avec les données de l'ADN. Ouais. Alors moi, si je peux me permettre de compléter un truc, d'ajouter un truc, c'est qu'on n'a pas besoin de l'appeler, en fait, pour faire la comparaison du texte. C'est-à-dire qu'ils viennent de quelque chose qui a été appelé Tartampion ou Denisova. En fait, le texte, il ressemblera à un autre texte, le mien, le tien, celui d'un Néandertal, etc., avec le même nombre de différences ou le même nombre de similarités. Si bien que dans l'analyse, ce que j'aime bien dans ce qui s'est passé dans l'histoire de Denisova, c'est que dans l'analyse, l'ADN là devient générateur d'hypothèses pour les archéologues. C'est-à-dire que ça leur donne, en fait, sans le carcan nécessaire à l'interprétation du résultat, on voit que les différences de texte nous disent qu'ils se sont séparés il y a au moins 600 000 ans, quelque chose comme ça. Eh bien alors, ça les informe pour dire « Ah, mais il faut aller réinterpréter cet endroit-là du monde, cette époque-là du monde, à la lueur de ce qu'on vient apprendre. » Et l'autre chose qui, moi, pour répondre aussi à la question que tu as posée à Isabelle, de mon point de vue, quand ça s'est sorti génétiquement, il faut se rendre compte de ce que c'est, quoi. Le premier vestige qui est analysé en 2010, moi j'ai la chance de le voir en vrai, je veux dire, c'est une tête d'épingle, quoi. C'est une tête d'épingle d'une petite phalange d'une main d'une fillette, quoi, qui pèse même pas 50 mg, quoi. Et à partir de ça, déployer, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que ça enregistre la généalogie familiale, mais les populations, et en fait toute l'intégration des généalogies avant la personne, d'arriver à faire parler ça au nom d'une lignée qui était inconnue, quoi, qui n'était pas labellisée pour nous, quoi, qui était en fait mal perçue, on va dire, quoi, mal interprétée d'une certaine manière. C'est assez prodigieux. Et c'est là que ça montre comment nos disciplines ont tout à faire ensemble, c'est qu'à partir d'un rien du tout, une quantité infime, les molécules c'est petit, c'est pas, je veux dire, ça roule pas des mécaniques, quoi, il y en a pas beaucoup. Néanmoins, là, on a la chance de pouvoir enregistrer quelque chose qui a une vertu plus grande que l'individu lui-même. Et enfin, l'autre point, c'est que l'ADN, c'est le même dans toutes mes cellules, quoi. Et là, c'est une grosse différence entre nos disciplines. C'est que comme c'est le même dans toutes mes cellules, que l'on trouve de l'ADN au bout de mon orteil ou quelque part dans ma tête, finalement, il va me raconter le même message. Alors que tu disais plusieurs fois, et à très juste titre, que il y a des endroits du corps qui sont plus informatifs que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des endroits du corps où on ressemble plus aux chimpanzés qu'aux néandertaliens, quoi. Et donc, si on a la malchance que ce soit cet endroit-là du corps qui se soit fossilisé, eh bien, finalement, on n'a pas le même degré d'information. Donc, nous, en fait, on a la chance d'avoir un support d'une information qui a une valeur qui est robuste à quelle que soit l'origine du corps dont elle vient. Cela étant, le gros bémol qu'on a, c'est que nous, en dépit de la présence du fossile, des fois, il n'y a plus d'ADN. Mais quand il est là, des fois, il y en a suffisamment pour qu'on puisse déployer à partir de l'infiniment petit toute l'histoire qui est vraiment beaucoup plus grande, encore une fois, que les individus, à partir de cette seule molécule. Alors du coup, vous nous parlez, on entend toujours parler, et c'est repris dans les médias, donc du pourcentage qu'on aurait de gènes hérités de Néandertal dans les populations sapiens actuelles.
Et alors, je lisais il y a quelque temps un papier qui, moi, me fascinait, c'est que maintenant, notamment des collègues de l'Institut Pasteur, hein, je crois autour de Luis Quintana Murci, qui carrément nous regardent dans notre génome actuellement ce que ces gènes hérités de Néandertal provoquent, entre guillemets, fonctionnellement. Donc, on entend parler d'hypercoagulation, de choses au niveau de la peau. On entend parler, j'ai même lu des trucs au niveau de la dépression et de l'addiction. Alors, du coup, je t'avais mis en joke dans notre préparation. Si j'arrive pas à arrêter de fumer, c'est ma Néandertal attitude quoi, qui cause. Comment on en arrive. Enfin, c'est prodigieux, quoi. Alors, tu le vois comme ça. Alors, c'est vrai. Hein, alors, on blâme facilement d'autres personnes que nous. Hein, c'est une bonne tendance qu'on a tous, moi le premier. Hein. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ce que ces 2% veulent dire. Alors, quand on dit un Européen de l'Ouest, comme nous, ici, partage environ 2% de son génome avec Néandertal, je pense qu'en disant ça, et moi je fais l'erreur tout le temps, hein, donc je ne blâme vraiment personne, on amène une compréhension qui est absolument fausse. Parce que entre ton ADN Isabelle et le mien, à la louche, il y a une lettre sur 1000 qui a une probabilité non nulle d'être différente, quoi. Donc ça veut dire que parmi les 3 milliards qu'on a, toi et moi, il y a quand même 3 millions seulement où on va différer en moyenne, quoi. Donc ça veut dire que sur les 3 milliards moins ces 3 millions, on est rigoureusement la même chose, quoi, hein. Donc ça veut dire que, bon, voilà, déjà le matériau de départ, c'est 3 millions. Donc ce n'est pas les 3 milliards du génome. Et dans ces 3 millions, en effet, il va y avoir un excès de l'ordre de 2% de ce qui peut être différent entre vous et moi. Il va y avoir un excès de l'ordre de 2% de ces 3 millions à la louche qui va être plutôt hérité des Néandertaliens. Donc quand on dit on a 2% de notre génome qui vient de Néandertal, non, enfin, c'est 2% de ce qui varie entre vous et moi. Parce que sinon, on ne pourrait pas se faire cette comparaison entre vous et moi, en fait, hein. Donc c'est finalement beaucoup plus faible, hein. Donc 2% de quelque chose comme 3 milliards, comme 3 millions, pardon, ça doit faire de l'ordre de quoi? Il ne faudrait pas que je sois pris à ça, mais 60 000 ou quelque chose comme ça, quoi, hein. Donc voilà, on est quelque chose finalement de beaucoup plus petit, hein, en termes de volume de données. Deuxièmement, ensuite, comment est-ce qu'on arrive à essayer de les faire parler, ces trucs-là? Alors c'est un travail qu'en effet, à Pasteur, Luis Quintana Murci fait ça depuis quelques années maintenant, d'autres ont fait ça de par le monde depuis maintenant une petite dizaine d'années, hein. C'est que ces variants, donc la version plutôt du texte Denisova et la version du texte plutôt Nicolas, plutôt Isabelle ou plutôt moi, comme dans la génétique, il y a la recombinaison, on ne va pas avoir hérité des mêmes au cours dans notre généalogie, des mêmes endroits du génome qui nous viendraient d'un ancêtre néandertalien ou denisovien. Si bien qu'on peut faire le jeu de quels sont les gènes qui ont été hérités chez toi de Néandertal, ou ceux de Denisova, si tu en avais, si tu étais un mélanésien, par exemple. Et ce qu'on va trouver chez toi, ce qu'on va trouver chez moi, ça n'a aucune raison d'être les mêmes, à moins qu'on ait une parenté très, 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 très récente, quoi. Donc, ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que ces bouts de gènes-là, leurs variants de type Néandertal ou leurs variants de type Denisova, dans les études pour lesquelles on a beaucoup de données sur l'humain qui vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Les études pour lesquelles on a beaucoup de données chez les humains qui vivent aujourd'hui, ils ne viennent d'un seul monde, la plupart du temps, c'est le monde hospitalier, le monde médical. C'est là qu'on nous mesure sous toutes les coutures, c'est là qu'on décrypte nos maladies, nos addictions, nos travers, etc. Donc il faut voir qu'il y a les données qu'on a sur nous aujourd'hui, elles sont essentiellement documentées sur ce qu'on fait mal, pas bien, sur ce qui nous rend malade et comment est-ce qu'on résiste à ça. Donc naturellement, beaucoup d'études qui sont arrivées, puisque ces databases de comparaison existent, ça a été de se dire, est-ce que les variants que toi tu vas avoir néandertaliens, statistiquement, ils sont plus associés dans nos banques médicales à certains types de maladies. Et tu disais hypercoagulation, il y en a d'autres, maladie de la peau, il y a certaines formes d'addiction. Et donc statistiquement, c'est vrai. Mais il faut qu'il y a des associations comme ça qui peuvent être un petit peu plus grandes pour ceux qui portent les variants néandertaliens dans ces gènes-là. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des facteurs de risque. Ce n'est pas des facteurs de condamnation immuable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un essentialisme, j'ai tel variant néandertalien, je suis condamné robotiquement à être quelque chose que je n'aimerais pas être, quoi, hein. Il n'y a pas ce déterminisme-là génétique.
Donc il y a un facteur de risque de l'ordre de selon ce qu'on regarde. Il y a des études par exemple sur Covid, pour revenir à lui, qui nous disent qu'à tel endroit de tel chromosome de notre génome, si on porte le variant néandertalien, eh bien à ce moment-là, on a une probabilité de 60% de chance accrue, de malchance accrue, que de développer des formes graves de cette maladie. On regarde à un autre endroit du génome, en fonction de ce qu'on porte, ce risque il va devenir une chance qu'on développe quelque chose moins sévère. Donc on voit bien comment en fait il y a cette sorte de comparaison de ce qu'on connaît aujourd'hui des populations actuelles, en fonction de ce qu'on connaît et des gènes que portent ces gens, on va pouvoir essayer de voir si, en moyenne, parmi ceux qui ont tel type de maladie ou tel type de phénotype, pour reprendre ton terme, eh bien, s'il y a un peu plus de contribution néandertale, dénisovienne ou que sais-je encore. C'est comme ça que ça s'opère. On reviendra un peu sur les maladies après. Je voulais simplement, avant, faire un petit détour. Le prétexte de notre rencontre, c'est la sortie de ton livre, là, récemment. Dedans, il y a beaucoup question d'histoire de chevaux. Ah ouais. Ça, c'est un peu ton dada. Notamment donc, de ce cheval canadien, du Yukon canadien, là, qui a été, dont l'ADN fossile a été préservé, très ancien, 700 000 ans, ou plus de 700 000 ans. Juste pour nous donner une idée, jusqu'à quand on peut espérer remonter? Tout à l'heure, tu as dit 1, après tu as dit 2 millions. Ouais. C'est ouvert, c'est Jurassique. Souvent, il y a l'analogie avec Jurassic Park, qui voulait remonter jusqu'aux dinosaures. Bon, ça, c'est impossible. Alors j'avais fait un autre bouquin dans le temps, il y a une dizaine d'années de ça, je l'avais appelé l'anti-Jurassic Park, parce que vraiment on ne sait pas ce qu'on peut faire. Remonter à plus de 65 millions d'années, là il n'y a aucune raison biochimique que de penser que c'est possible. Alors pour une raison qui est finalement, alors en science, dire c'est pas possible, c'est prendre le risque de passer pour un con dans la décennie qui suit. Et je veux bien l'assumer, ça voudra dire qu'on pourra faire des choses que je pense absolument impensables maintenant, donc tant mieux, ça veut dire que la science fait sa démarche. Alors moi je pense que c'est pas possible, et la totalité de la communauté pense que c'est pas possible, scientifique, pour une raison simple, c'est que en fait on comprend bien le processus de dégradation de l'ADN avec le temps. C'est un processus qui va faire des tronçons de molécules. Donc on sait même à quelle vitesse ça va selon les environnements dans lesquels on est. Si on fait le calcul, on se rend compte que au bout de 65 millions d'années, donc l'âge du dernier dinosaure, on va dire, 65 millions d'années, les molécules, c'est pas qu'il n'y en aura plus, c'est qu'elles vont être très 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 petites. Donc je disais 3 milliards de lettres. Ces 3 milliards de lettres, elles vont être saucissonnées en fait en mots, même pas en mots en fait, en syllabes, même pas en syllabes, en lettres. Et à un moment donné, il n'y a que 4 lettres dans l'ADN, A, C, G ou T. Bon, savoir qu'un dinosaure avait un A, un C, un G ou un T à tel endroit, bon, on le sait déjà, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que l'information qu'on va récupérer, elle n'est pas de nature à être interprétable. Parce qu'on ne peut pas remettre un A qui serait dans tel mot, plutôt qu'un A qui serait dans tel autre mot, si on n'a jamais que des lettres, quoi. Les permutations, on n'a pas ce niveau-là de précision possible. Donc ce qui va nous limiter, c'est la taille des molécules. Pas parce qu'on ne sait pas lire des molécules courtes, trop courtes, c'est parce que l'information qu'elle contient, elle n'est pas assez grande. Si l'alphabet des dinosaures, de génétique des dinosaures faisait 3 milliards de lettres, en moyenne, avoir une lettre, ça nous la positionnerait très précisément dans son génome, mais il se trouve que c'est que 4 lettres. Donc on est assez limité pour faire ce travail-là. Donc vraisemblablement pas les dinosaures, mais pas que les dinosaures, vraisemblablement seulement la fin de l'époque tertiaire, c'est-à-dire si on fricote au-dessus de 2 millions d'années dans des environnements glaciaires, très très froids, jamais décongelés pendant un peu plus de 2 millions d'années, il y a peu de candidats sur Terre, ça laisse quelques permafrost du Yukon de l'Alaska, quelques permafrost sibériens, et du côté antarctique, on ne peut pas dire que l'humanité soit dépassée beaucoup là-bas, quoi. Donc ça va nous limiter à quelques pingouins ou je ne sais pas quoi en termes d'espèces ou quelques microbes, quoi. Donc voilà, dans des endroits du monde très particuliers, peut-être, alors les derniers calculs, c'est de l'ordre de, moi j'avais calculé à partir du cheval de 700 000 ans qu'on pouvait arriver à 1,2, 1,5 million d'années. Je suis content d'avoir eu tort parce que le groupe suédois est arrivé à 1,6 million d'années. Donc à la lumière de ce qu'ils ont fait, 1,6 million d'années, ils arrivent à prédire maintenant que, allez, après 2,2 millions d'années, peut-être 2,7 millions d'années, ça va être un peu délicat. Donc voilà, pas Jurassic Park, mais peut-être l'homme d'une forme de l'humanité. Alors il faudra voir que c'est pas l'humanité n'étant pas apparue au nord du cercle polaire arctique, ça va être un peu délicat d'appliquer ça. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'espèces végétales, d'espèces microbiennes, d'espèces animales qui existaient sous ces latitudes-là à l'époque, et qui sont complètement importantes d'étudier parce qu'elles nous apprennent quelque chose, alors pas sur nous, mais sur nos environnements passés, sur l'évolution telle qu'elle s'est opérée. Donc néanmoins, c'est quand même quelque chose qui est qualifiable pour la science et au-delà. Et il y avait un autre débat sur les chevaux qui me plaisait bien dans le livre, c'était autour des processus de domestication.
des animaux. Donc, bon, généralement, on dit qu'un des premiers animaux à être domestiqués, ça serait le loup en chien. Donc ça, c'est des chasseurs-cueilleurs. Ensuite, on passe vers 11 000 ans au Proche Moyen-Orient avec les bœufs, les moutons, les chèvres. Qu'est-ce que l'ADN a changé qu'est-ce que ça nous apprend tout ça sur les processus de domestication, quoi, sur ces relations hommes-animaux notamment, j'entendais que tu disais qu'il n'y avait plus d'animaux sauvages aujourd'hui en termes de les chevaux, par exemple, même les derniers qu'on pensait en être, les Przewalski, en Mongolie. Là, moi, j'ai fait des missions en Mongolie aussi. Je les croise, on les voit souvent comme un peu le fantasme de l'animal sauvage, le dernier. Et en fait, non, ils sont passés dans les mains humaines. Voilà, alors là, tu me lances sur les chevaux et je prends la perche et je la lâche plus. Mais je regarde le temps, voilà. 2 minutes sur les chevaux. Mais vraiment, et c'est l'exemple que je préfère au-delà des humains, etc., c'est-à-dire que ça nous montre à quel point on est biaisé, nous, même scientifiques, sur le monde tel qu'on pense qu'il a été. Et pas tel qu'il a été en fait. Le cheval de Przewalski, aujourd'hui, en effet, donc il a failli s'éteindre au cours du XXe siècle. Il a été déclaré comme espèce éteinte à l'état sauvage en 1967, quelque chose comme ça. Parce qu'il n'a plus été jamais vu aux confins de la Mongolie par personne depuis, quoi. Donc éteint. Néanmoins, on peut le voir dans les Cévennes notamment, il y en a qui sont réimplantés. Pourquoi ? Parce que dans les zoos, en captivité, on en a préservé. Et maintenant, à partir de ce pool de zoos, on est capable de le retransloquer, c'est le mot consacré, en Mongolie, dans son territoire natif. Ce cheval, quand on le regarde, franchement, ce n'est pas le cheval sur lequel tu mettrais un de tes enfants pour aller faire un petit peu d'équitation le week-end. C'est un cheval qui, en horde, d'une certaine manière, arrive à résister au loup, peut même résister aux attaques du loup, quoi. Donc un herbivore qui résiste à un tel carnivore, quoi, c'est quand même assez prodigieux. Donc il a l'archétype, en effet, de quelque chose d'assez sauvage, quoi, hein, s'il peut lutter contre le loup à armes égales, d'une certaine manière, quoi. Donc on le pense comme le cheval typique des derniers cheval sauvage au monde depuis qu'il a été découvert au milieu du XIXe siècle. Pourquoi ? Sûrement parce que quand on le découvre, il n'y en a plus tant que ça, et ils ne sont pas montés. Donc un cheval qui n'est pas monté, qu'on n'a jamais vu sous les latitudes de l'Europe, le colonel Przewalski, missionné par l'Empire du Tsar, va l'appeler dernier cheval sauvage. Et de lors s'empare d'une fièvre, hein, en Europe occidentale et même en Amérique du Nord. On veut tous savoir ce que c'est ce cheval. Et depuis, il est labellisé cheval sauvage. Ce que nos travaux montrent, c'est qu'en séquençant le génome des premiers chevaux qu'on n'a jamais domestiqués, donc là on est en Asie centrale, on est au territoire du Kazakhstan, au nord de la capitale d'Astana, au nord du Kazakhstan, dans les steppes kazakhes. On est à 5500 ans de cela, le génome, donc l'ADN de ces chevaux-là, où la première fois l'homme le domestique, on le sait parce qu'il y a du lait de jument qu'on boit, on le sait parce qu'il y a des enclos à chevaux, on le sait pour des tas de raisons qu'ils étaient domestiqués. Eh bien, le génome, le plus près qui existe sur Terre, des premiers chevaux domestiques, ce n'est pas celui des chevaux domestiques actuels, c'est celui du cheval de Przewalski. Et ça nous donne une lecture complètement différente de ce cheval dit sauvage, qui est en fait finalement le premier cheval jamais domestiqué par l'homme. Finalement, c'est le fossile vivant de la première expérience de domestication qu'on n'a jamais faite avec le cheval, mais simplement, cette expérience, on l'a arrêtée à un moment donné. Il est retourné à l'état sauvage, donc on appellera ça de manière assez malheureuse marron, quoi. C'est un cheval de marronnage, quoi. Il est retourné à l'état sauvage, alors que d'autres personnes, ailleurs dans le monde, plus tard, plus 5500 ans, 1000 ans plus tard, dans les steppes de la plaine du Pont, vont redomestiquer le cheval et s'en emparer à partir d'une autre population, et celui-là va devenir ce que nous, aujourd'hui, on appelle un cheval domestique. Donc voilà pourquoi cet exemple il est fascinant, c'est que quelque chose que moi-même, volontiers, j'appelais sauvage jusqu'avant nos travaux, et auquel je suis contraint maintenant de changer même mon vocabulaire, parce que l'ADN nous le fait voir complètement autrement. On avait confondu finalement le sauvage par le domestique et le domestique par le cheval, par le sauvage, on ne pouvait finalement pas faire plus faux en fait. Et donc voilà comment nos outils ils sont capables de nous dire quelque chose d'intime, contre-intuitif et finalement désidéologisé de la conception du monde qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés telles qu'on les pense, quoi. Ouais, une belle relation homme-humain, enfin humain-animaux-environnement. Je m'étais dit en préparant la rencontre qu'on était bon, on est d'ailleurs c'est la première année que ce festival se tient en mode distanciel pour tous les problèmes sanitaires qu'on connaît et la crise épidémique mondiale qui nous touche. Et ça aussi, c'est des questions qui nous intéressent, nous scientifiques, dans le passé. La première question sur ce sujet-là, sur on va dire la santé, ce qu'on peut dire de la santé des humanités anciennes, serait à Isabelle. Vous, sur les os, vous arrivez à voir des choses, vous arrivez à voir des pathologies de la préhistoire, des trucs un peu récurrents, ou
des bizarreries ou... Alors, on peut voir des choses, mais on va pouvoir voir que ce qui a le temps de s'imprimer. Donc, tout ce qui est maladie épidémique, comme malheureusement ce qu'on vit actuellement, elle tue beaucoup trop vite pour que le corps, le squelette, donc ce qui va nous rester, nous, les dents et les ossements, ne puisse imprimer ça au niveau donc anatomique. Donc il y a des maladies, on va dire ce que nous on va pouvoir voir, ce sont les maladies longues. Je pense par exemple à la tuberculose, à la syphilis qui vont se faire, vont progressivement atteindre donc l'individu qui va survivre en fait. Finalement, ce que nous on va voir, c'est les survivants. C'est ceux qui vont survivre aux maladies, qui donc malgré les difficultés vont pouvoir c'est pas exactement la même information en fait qu'on va avoir sur les ossements. Donc ça, c'est des choses qui se voient, qui s'impriment. On va avoir des déformations osseuses, on va avoir parfois de la porosité. La lèpre, par exemple, est aussi une maladie qui va s'imprimer sur les ossements par leur désagrégation progressive. Donc ça, c'est au niveau paléoanthropologique et même de l'anthropologie biologique, ce sont des maladies auxquelles on va pouvoir avoir accès anatomiquement. Et après, il y a toute une série de stress qui vont se marquer sur les ossements ou sur les dents. Et ça, la difficulté avec ça, c'est autant les maladies, certaines maladies sont bien identifiées au niveau des stigmates osseux, autant il y a toute une série de stress à la fois biologiques, mais même parfois psychologiques, qui peuvent entraîner un arrêt de croissance. Par exemple, au niveau dentaire, pendant l'enfance, on sait que certains stress, ça peut être alimentaire, ça peut être psychologique, etc., vont entraîner un arrêt de croissance des dents. Et ça va se voir au niveau anatomique parce qu'on va avoir des lignes d'arrêt de croissance, par exemple, de l'émail. Et ça, c'est quelque chose que nous, on va voir. On va pouvoir regarder sur un cimetière, tiens, voilà, pas mal d'enfants vont présenter ce type d'arrêt de croissance à certains moments de leur vie. Peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir mettre ça en relation, alors je dis des choses comme ça en l'air, mais avec l'arrêt, par exemple, de la lactation, qui créer voilà, une obligation de s'adapter à un autre régime alimentaire pour l'enfant. Ça peut être des stress très très divers en fait. Et donc la difficulté qu'on a pour ce genre de stigmate osseux, c'est de pouvoir faire le lien entre la cause, l'étiologie de ce trait et ce qu'on observe. Et la gravité, parce qu'on se rend compte aussi, c'est dans des expériences qu'on fait actuellement sur des échantillons connu, dont on connaît la vie de l'individu, on sait ce qu'il a traversé, on se rend compte qu'en fait, l'impact est très divers. Il peut y avoir des stress qui vont durer, par exemple, simplement une grippe, va avoir peut-être un impact sur un individu bien plus fort que sur un autre et se marquer bien plus fort sur les ossements ou sur les dents. Donc ça, c'est la difficulté qu'on a d'interpréter ce type de données de maladies, de stress, voilà, au niveau anthropologique. Après, il y a toute une série d'atteintes pathologiques, je pense aux caries, etc., qui vont nous apprendre des choses peut-être un petit peu plus anecdotiques sur le mode de vie, l'adaptation, l'alimentation, etc. Mais on reste voilà, contraint à ce qui se marque sur les ossements ou les dents. Et du coup, peut-être alors juste une précision, peut-être chronologique pour se donner une idée, parce que si c'est des maladies qui touchent le squelette et qui donc ont mis pas mal, enfin qui sont restées pas mal de temps chez l'individu, je dis chronologique parce que ça veut dire qu'il y avait des gens, enfin il y avait sûrement des gens en mauvaise santé, très souffrants, voire très dégradés, handicapés. Est-ce qu'on a une préhistoire de la compassion, non, mais du fait de s'occuper des autres? Oui, ça tout veut à dire fait. Ils ont survécu. Mais les indices, alors pour le coup, on peut peut-être remonter jusqu'à 2 millions d'années avec les fossiles de Dmanisi et on n'est pas obligé d'invoquer systématiquement une maladie, mais voilà des personnes très âgées une perte de dents, par exemple, qui implique à la fois on a de l'arthrose se voit sur les ossements, donc ça c'est quelque chose. On a un individu
individu, par exemple, qui est très âgé, qui a des traces d'arthrose, on sait que c'est très handicapant, à qui il manque des dents, on ne peut pas imaginer autre chose qu'un soutien de la communauté pour lui permettre d'avoir accès à la nourriture. Ce n'est pas lui qui va aller chasser, ce n'est pas lui qui va réussir à processer toute la nourriture. Il va y avoir un soutien de la communauté. Et ça, on va dire, dès l'aube du genre Homo, c'est des choses qu'on a documentées. Et ce n'est pas propre à notre espèce. Il y a des néandertaliens qui présentent aussi des pathologies assez lourdes de sénescence qu'on appelle. Donc ça, pour le coup, ce n'est pas un pathogène qui va générer ce type de transformation anatomique, mais c'est vraiment l'âge, l'activité, donc des réactions inflammatoires qui vont se marquer sur les ossements et qui nous montrent que ces individus-là, malgré leur handicap, ont survécu grâce à une communauté. Ouais, c'est fascinant, quoi. Enfin, ce que je veux dire, de se voir qu'on peut remonter comme ça dans le temps et sur un caractère quasi qu'on pourrait appeler d'un comportement qui a un type de modernité, quoi. Enfin, oui, dans la préhistoire la plus reculée. Mm-hmm. Et alors, les épidémies, vous, en paléogénétique, est-ce que c'est un sujet fréquent chez les paléogénéticiens de s'interroger sur au temps du Covid actuel, de s'interroger sur des grandes épidémies? J'ai vu variole. Variole, peste noire, peste, tuberculose. Tu as cité parmi les plus grands tueurs de l'histoire, là, tuberculose, variole, etc. Donc, en effet, les grippes aussi, genre grippe espagnole. Alors, les grippes, le truc, c'est que la grippe, c'est un virus, certes, mais c'est un virus à ARN. Donc, ce n'est pas la même molécule et l'ARN survit pas aussi bien aux outrages du temps. ARN, cela on dit, entend énormément parler en ce ouais, moment. C'est vrai qu'on a les ARN, mais pas les messagers, ce n'est pas les vaccins, en effet. Mais cela dit, le virus de l'ARN de la grippe espagnol, 1917-1918, et les broutilles après, qui a vraiment tué beaucoup. Lui, il a été séquencé par d'autres techniques, mais à partir de vestiges très récents, début du XXe siècle. Donc des choses à ADN dans un passé plus reculé, ça n'a pas encore été vraiment fait. Par contre, dans l'ADN, il y a vraiment, parmi les pathogènes, il y a l'embarras du choix. Alors, variole a été faite, nous on a des projets en Sibérie orientale, en Iakoutie, on a trouvé, en cherchant de l'ADN, tout simplement des hommes et des femmes qui faisaient ces peuples. Mettons au XVIe, XVIIe siècle, eh bien, dans certains XVIIe et XVIIIe siècle, on est tombé aussi sur l'ADN de ce qui a fini par les tuer. Il se trouvait que c'était la variole à cette époque-là. D'autres ont fait ce travail-là sur la peste dès 2010. Il y a une peste qui est très célèbre à Toulouse, puisqu'on est à Toulouse, à la rue des 36 Ponts, a été retrouvé un charnier de la peste du XIVe, la grande peste noire, il y a quelques années de ça. L'ADN de ces pestiférés-là a été fait, et donc de même qu'il y a l'ADN des gens, il y a l'ADN de ce qui les a tués, la peste, qui est une bactérie au nom savant d'Yersinia pestis. Eh bien, son génome aussi a été décodé. Et par son génome, on est capable de poser plein de questions qui pourraient être orientées vers les hommes et les femmes, c'est-à-dire est-ce que les hommes et les femmes de l'époque étaient plus ou moins sensibles génétiquement, ou est-ce qu'après ces épidémies, finalement, ceux qui ont survécu, c'est pas tout à fait la même diversité qu'il y avait avant cette épidémie, c'est-à-dire est-ce que la maladie, bref, a tué plutôt certains types de personnes plutôt que tel autre? On peut poser ces questions-là grâce à l'ADN. On peut aussi poser la question de savoir, finalement, si elle a tué tant, 50% en moyenne de la population européenne dans le XIVe siècle, cette peste noire, si elle a tué tant, est-ce qu'elle n'avait pas un génome particulièrement efficace? Est-ce que ce ne serait pas le Covid++ de l'époque qui aurait des super variants tous ensemble? Et donc les gens ont fait ce travail, le travail de texte, d'analyse de texte, sur le génome de la peste tel qu'on la connaît dans le monde aujourd'hui et le génome de la peste tel qu'elle était au XIVe. Mais ils n'ont pas vu de différence vraiment cinglante. Si bien que ça, ce que ça nous dit, c'est qu'en absence de différence génétique, eh bien, c'est pas la génétique qui explique donc ça, c'est donc quoi? C'est l'organisation politico-sociale, l'organisation institutionnelle, l'hygiène, la pratique des gestes barrières que les gens ne faisaient manifestement pas d'une manière très très efficace, etc. Donc ça nous donne des renseignements soit d'ordre biologique, est-ce que le tueur était un tueur particulièrement efficace, ou à défaut de révéler ça, ça nous dit quelque chose sur l'organisation des sociétés par le passé. Nous, on a pas mal travaillé sur la peste aussi dans le labo, et on a eu deux surprises assez magistrales dans des épidémies de la guerre de 30 ans, c'est sur des charniers français, là, des Hautes-Alpes qu'on a travaillé. Eh bien, on voit que dès lors qu'elle passe de l'autre côté de la France, qu'elle arrive en Italie, au moment de la guerre de 30 ans, donc on est quoi, en 1629, 1630, 31 et la décennie qui suit, quand elle arrive en Italie, les textes historiques, donc les historiens nous disent, elle tue vraiment beaucoup en Italie parce qu'elle a une diffusibilité qui est beaucoup plus grande, donc en gros,
gros, ville, campagne, où qu'on soit sur le territoire, on est virtuellement touché. Alors qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, c'est pas du tout le cas. Donc les historiens ont émis l'hypothèse depuis longtemps, il y avait un variant italien, quoi. Et ce variant italien, il ne peut pas être très près de lui. Nous, on l'a séquencé, on trouve qu'en fait, c'est le même des deux côtés des Alpes. Donc, il n'y avait pas de variant italien. C'était vraiment l'organisation politico-sociale de l'époque côté italien qui a été plutôt à incriminer. Donc ça, c'était une des surprises. Ce n'est pas toujours donc l'ADN qui donne la réponse. Et parfois, même si l'ADN s'est vu comme essentialiste, déterministe, etc., finalement, le fait qu'on ait le même, ça nous renseigne sur autre chose qui n'est pas la biologie, donc pas la nature, mais sur la culture, l'organisation sociale des gens. Donc ça, c'est le premier point. L'autre seconde surprise qu'on a eue sur la peste, c'est qu'on travaillait sur des sujets de l'âge du bronze, la fin du cuivre, début du bronze, dans les steppes d'Asie centrale. On est aux alentours de la transition, au début du 3e millénaire, on va dire quelque chose, au courant du 3e millénaire, donc il y a à peu près 5000 ans de ça et les siècles qui suivent. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il y avait pas mal de gens qu'on a séquencés pour leur ADN, donc les humains, qui avaient en fait l'ADN de la peste. Or, la peste, on ne la connaissait pas dans les registres historiques avant la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire avant le 5e, 6e siècle. Donc, or, nos sujets, ils avaient 5000 ans. Donc, tout à coup, on a été capable de réécrire l'histoire de la peste comme une maladie qui n'a pas hanté l'humanité que depuis un peu moins de 2000 ans, mais en fait depuis au moins 5000 ans. Et donc, pourtant, on ne peut pas dire que la peste ne soit pas une maladie étudiée. Malheureusement, il y a des résurgences de peste aujourd'hui. Je pense à Madagascar, notamment, il y a 2 étés de cela. Donc, on a quand même tout l'arsenal scientifique de la médecine, du monde hospitalier, du suivi sanitaire des populations qui nous conforte à dire on connaît bien cette maladie. Une étude d'ADN ancien arrive et chamboule tout ça comme un jeu de quilles en disant vous savez quoi, on se trompe, c'est là parmi nous depuis bien plus longtemps. Et en plus, ce que l'ADN nous permet de dire, c'est que les formes de la peste de l'époque, et j'en profite pour dire ça là, parce que dans le bouquin, il y a une petite coquille, je dis qu'elle était transmise par, je crois, la tique, c'est évidemment par la puce, et la forme de peste qui est transmise à cette époque-là, elle n'est pas par les morsures de puce. Donc c'est quelque chose qui se transmettait, on ne sait pas comment, donc on imagine sûrement de proche en proche, quelqu'un qui éternue, et ça y est, vous avez la peste. C'était de l'ordre de 10% des gens qui l'avaient à cette époque-là dans ces territoires du monde, donc c'était pas mal, en fait. Peut-être une toute dernière question, mais 1 minute, parce que vraiment le temps de l'émission touche à sa fin. Pour finir sur l'ancien, sur le un peu vieux, il avait été à un moment dit que les Néandertaliens peuplant l'Europe, pendant des centaines de milliers d'années, c'est eux qui peuplent l'Europe. Puis à un moment, notre espèce sapiens va sortir d'Afrique, avoir des trajectoires, et puis va arriver en Europe et avoir un contact avec ces Néandertaliens. Justement, est-ce que l'hypothèse de l'épidémie qui a été émise, elle serait vérifiable un jour ? Est-ce qu'il serait possible d'aller regarder chez les derniers Néandertaliens pour voir s'ils n'ont pas un virus qui traîne, qui aurait été transmis par notre humanité sapiens oui, alors, ils n'auraient pas été habitués. Le problème des virus, c'est que les virus, alors le monde microbien, l'infiniment petit de ce qui est vivant et qui nous cause des soucis, c'est la plus grande source de la biodiversité sur Terre, quoi. Donc les candidats n'en manqueraient pas. Donc on aurait quand même si ce n'était pas quelque chose qui sévissait dans nos populations actuellement, qui aurait été bien caractérisé, il pourrait être présent sans qu'on le voie, parce qu'on ne saurait pas quoi regarder en fait. L'analyse de texte, il faut qu'on ait quand même un texte de comparaison pour pouvoir la faire. Donc déjà, on aurait toutes les chances en fait de le louper. L'hypothèse qui est regardée, c'est déjà de savoir combien ils étaient en fait par rapport à nous. Est-ce qu'en fait, il faut invoquer des causes supplémentaires, par exemple la maladie, d'autres ont invoqué une sorte de génocide proposé par notre espèce contre eux. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas tout simplement un jeu de dilution, que l'un démographiquement est sur la pente ascendante et que l'autre démographiquement est sur la pente descendante, et qu'au bout d'un certain moment, l'un finit par remplacer l'autre, mais en toute passivité, c'est-à-dire sans même provoquer quoi que ce soit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse de texte, elle permet de savoir si ça, c'est quelque chose de crédible, parce que le texte est d'autant plus variable qu'on est nombreux. Ce qui fait des variations dans le texte, c'est les mutations. Ces mutations, elles arrivent avec une certaine cadence, mais elles arrivent chez toi, chez moi, de manière indépendante. Donc plus on est nombreux, plus il va y avoir des chances de voir des versions du texte différentes. Donc les généticiens comme moi, on convertit ces proportions de texte qui varient comme une mesure de quel facteur on était plus ou moins nombreux qu'eux. Et là, les chiffres sont assez cinglants, parce qu'on arrive à des estimations de l'ordre de les humains sapiens qui se reproduisaient au temps de la contemporanéité avec Néandertal, on était de l'ordre de 5 à 10 fois plus nombreux déjà.
Donc voilà, est-ce que ça suffit pour expliquer que l'un va finir par s'éteindre? Certains disent que oui. D'autres disent que non, néanmoins, il faut quelque chose d'autre parce qu'il y a des endroits du génome qui résistent au mélange, etc. Donc là, ça devient des arguments un peu plus compliqués. Mais on voit bien, quand on repense à l'exemple du cheval qu'on a pris tout à l'heure, combien on est toujours finalement idéologisé dans notre lecture du passé. Parce qu'au cours du XXe, il y a eu malheureusement des tas de génocides, et donc peut-être qu'aussi la culture paléanthropologique s'est construite dans ce bain politique global qui nécessitait des affrontements entre les peuples, etc. Des affrontements dont on n'a aucune trace. Aucune trace archéologique. En tout cas, je vous remercie. Je remercie Isabelle, Ludovic, et je voulais remercier donc toute l'équipe technique qui nous a accueillis ici au Théâtre Garonne, l'équipe du festival L'Histoire à venir, et toutes et tous là, qui nous avaient suivis. Voilà, j'espère que cette émission vous aura passionné autant que nous à l'animer. Merci à tous et à toutes. Au revoir.